On est très heureux au DMG de Dijon de pouvoir, après avoir présenté donc les travaux hier, les 3 thèses d'Astroprec, Katia, notre chef de clinique, les a présentées. On est très heureux de vous présenter au sein de cette présentation notre étude ancillaire Astroprec, une étude ancillaire d'Astrolab. Alors, on va reprendre l'objectif, un des objectifs d'Astrolab, qui est la survenue d'exacerbations sévères chez des patients asthmatiques persistants traités par corticoïdes inhalés et ou bêta-2 mimétiques de longue durée d'action au long cours. Et donc, au département de médecine générale de Dijon, on s'intéresse à la précarité et on a eu l'envie de croiser ce travail d'Astrolab avec les notions de précarité. Alors, existe-t-il une différence selon la précarité de survenue d'exacerbation? Alors, bien sûr, on a beaucoup de notions d'asthme et d'inégalité sociale, mais elles sont parcellaires. Il y a des études qui montrent qu'il y a plus fréquemment chez les enfants de ménages à faible revenu d'exacerbation. Une autre étude, mais sur un petit échantillon, a montré un lien entre précarité, absence de profession et exacerbation. Ça touche aussi beaucoup les gens naissant à l'étranger. Il y a plus d'exacerbation et de gravité d'asthme et de problèmes d'asthme chez les ouvriers. Sont-ils plus exposés? Probablement. Mais toutes ces notions sont parcellaires. Alors, quelle a été la méthode qui a été envisagée? C'est de croiser les résultats de ce registre, mais du registre de la partie française de l'étude Astrolab. Et donc, on s'est concentré sur les adultes. Alors, vous voyez d'une cohorte dont on parlait de 950 ou 1000 personnes maximum en France, on a dû avoir un échantillon qui s'est réduit autour de 300 patients pour chaque étude. Alors, il a fallu incrémenter par Astrolab des indicateurs de précarité complémentaires parce que la CMU ou la profession telle qu'elle était catégorisée n'était pas suffisante, nous semblait-il. Et donc, on a voulu incrémenter, on a pensé au score EPIS, mais ça voulait dire qu'il fallait incrémenter 11 critères. Et donc, tout ça pour vous expliquer que quand on arrive avec une étude ancillaire en cours d'études, de grandes études de registre, eh bien, il y a des négociations, des difficultés effectivement pour incrémenter de nouveaux indicateurs. Et donc, vaut mieux se situer pour ces études ancillaires en amont, au démarrage de la mise en place de l'étude, évidemment. Alors, donc on a réussi à incrémenter d'autres indicateurs qui étaient la perception de la précarité par le médecin. En fait, d'autres études ont montré que c'était particulièrement valable versus score EPIS. On a rajouté le métier en clair et la consommation d'alcool. Alors, il y a eu 3 objectifs, 3 thèses et 3 articles en perspective. Les 3 thèses viennent d'être passées en commun à Dijon. Le premier objectif est de déterminer si la fréquence des exacerbations chez les patients asthmatiques est différente selon leur niveau de précarité. Le deuxième objectif est de déterminer s'il y a une covariation entre observance déclarée et les indicateurs de précarité. Au travers, vous avez vu la méthode, c'était les interviews téléphoniques en particulier. Et enfin, le troisième objectif était de déterminer s'il y a une covariation entre le taux de couverture obtenu avec les médicaments délivrés par le pharmacien et les indicateurs de précarité. Donc ça, c'est à partir des données de la caisse et au travers de chaînage. Donc les résultats, on n'a pas vu de différence significative entre le nombre moyen d'exacerbations survenues entre les patients précaires et les non précaires asthmatiques persistants, que ce soit en nombre absolu ou en pourcentage d'exacerbation chez une même personne. Sur l'autre versant, on n'a pas vu de différence d'observance médicamenteuse significative entre les précaires et les non précaires.
Alors, sur les traitements, ça veut dire inhalés, hein, bien sûr, puisque c'était le but de l'étude. Donc, sur les corticoïdes inhalés, sur les bêta-2 ou l'association. Par contre, évidemment, on travaillait sur d'autres critères, l'âge, le sexe, ont-ils l'ALD, par exemple. Donc, il y avait un grand nombre de critères sur lesquels on travaillait. Et dans ce qui compose ensuite la délivrance, on va voir. Donc, il n'y a pas de différence significative entre les précaires et les non précaires, mais il y a une différence significative en ce qui concerne le nombre de boîtes qui ont été prescrites pour les anxiolytiques et les hypnotiques. C'est-à-dire que c'était 7 fois plus important, il y avait 7 fois plus de prescriptions, de délivrance, pardon, pas de prescription, excusez-moi, il faut être précis, de délivrance, donc délivrance par la pharmacie, de boîtes d'anxiolytiques. Alors, en particulier sur les exacerbations, il existait une différence significative concernant le type de contact médical lors des exacerbations dans cette étude. C'est que les populations précaires, ils ont plus tendance à aller à l'hôpital et aux urgences aux dépens de la médecine de ville. Alors, ça pose des questions sur la représentation de la maladie par les patients précaires et sur la relation des professionnels de santé à la précarité. Ça pourrait ouvrir sur d'autres études, mais bien sûr, c'est au travers de la discussion qu'on peut aussi se poser des questions. Donc, quelles sont les limites de cette étude ancillaire ? Tout d'abord, et on va en reparler dans la suite, c'est les difficultés de recrutement d'Astrolabe. C'est qu'on avait finalement peu de patients précaires. Alors, peut-être c'était lié aux conditions de recrutement. Peut-être une étude à plus forte puissance conduirait-elle à un résultat différent ou au même résultat? On ne sait pas. Il y a peu d'exacerbations, peu d'événements graves. Comme vous l'avez vu, il n'y a aucun décès. Donc il n'y a pas d'asthme grave, comme l'a dit Eric von Gans. Et peut-être et probablement en raison des critères d'inclusion, ou d'exclusion plutôt. Et les données manquantes, on n'a pas eu sur le tabac, sur le métier en clair, ça a été peu renseigné dans les questionnaires, et l'alcool, étrangement, on a eu très peu de réponses. Alors quand même, on arrive aux forces, hein. Et les forces, c'est que c'est une étude originale sur une thématique fréquente. Bien sûr, c'est une étude prospective nationale sur... Bon, c'était sur 2 ans, mais nous, on a pris pour certains objectifs sur une seule année, mais cette année permettait de s'affranchir d'un éventuel effet saison. La représentativité, cet échantillon était représentatif pour le sexe, par exemple. Il y avait plus de femmes asthmatiques que d'hommes dans la littérature. Et la concordance des 3 résultats quant à l'absence d'influence de la précarité dans l'asthme, et ensuite, les inégalités sociales en santé concernent-elles toutes les maladies et toutes leurs déclinaisons? Finalement, on a une impression que l'inégalité sociale en santé touche toutes les maladies, tous les modes d'abord de ces maladies, mais si ça se trouve, on se trompe. Alors, ce travail n'aurait jamais pu exister sans l'implication de tous. Alors, je vais commencer par le CNGE, Olivier Salary et Alain Mercier pour leur collaboration, leur aide. Les collèges d'enseignants, entre autres de Bourgogne, se sont beaucoup impliqués. Les maîtres de stage universitaires, il y en avait 35 en Bourgogne pour constituer cette cohorte. Donc, je voudrais les remercier. Ensuite, remercier l'équipe de Lyon, l'UCBL, le Capa Santé, Sandrine Herbach, qui a été vraiment un interlocuteur direct avec nous et qui nous a aidé beaucoup pour cette étude et qui s'est montré très disponible. Bien sûr, Eric von Gans, et d'avoir accepté cette étude ancillaire précarité, l'incrémentation d'indicateurs a posteriori, ce qui a été, je pense, une grande difficulté pour vous. On a un peu insisté. Merci d'avoir accepté, parce que sans cette incrémentation, ça n'aurait pas été possible de faire l'étude ancillaire, puisque en fait, on n'avait pas un échantillonnage suffisant, nous, pour pouvoir faire cette étude. Et c'est grâce, en plus, à la CMU
donc grâce à l'incrémentation de la perception de la précarité par le médecin, qu'on a pu avoir un échantillonnage suffisant. Donc merci d'avoir accepté. Et bien sûr, vous étiez sur des travaux qui étaient confidentiels avant publication. Et donc, il y avait une difficulté de savoir qui allait extraire et comment on allait travailler. Et l'équipe encore de Lyon s'est collé le travail d'extraction selon nos besoins. Et je voulais remercier toute cette équipe qui a contribué à ce résultat. Alors merci à l'Université d'Amsterdam et pour Alexandra Dima pour le score d'adhésion dont on va parler, mais qui était absolument indispensable pour nous pour travailler sur l'observance et pour pouvoir in fine publier. Et bien sûr le consortium européen, le bailleur, parce que sans eux, tout ça n'aurait pas pu exister. Voilà, donc je voudrais finir pour dire que cette étude ancillaire, on a pris un peu le train en marche. Je voudrais remercier tout le monde d'avoir participé à ça. Et je pense que c'est une bonne expérience pour vous, internes, thésards, et pour les groupes de recherche, pour faire un travail valable, pour s'aiguiser à ces méthodes de recherche, parce qu'on travaille vraiment sur des cohortes et des registres qui sont de qualité. Alors, merci. J'avais peut-être une micro-information, un petit secret à vous confier, parce qu'on a eu pas mal de discussions donc pour l'implication du CNGE, effectivement, dans le projet qui était capital. Pour tout vous dire, ce n'était pas prévu quand on a lancé le projet. Donc c'est important pour que tout le monde comprenne le contexte aussi. Quand on a lancé le projet, pour moi, et je crois encore toujours aujourd'hui que j'avais raison, il fallait passer par ce qu'on appelle des bases médicales électroniques de dossiers de médecins généralistes. Et en France, on n'en a pas 36, tout simplement pour pouvoir identifier, avant inclusion, les traitements prescrits, la prise en charge, etc. Et puis, il s'est passé quelque chose de terrible et d'imprévu, comme souvent en recherche on ne maîtrise rien. C'est que la puissante société CGDIM, après avoir donné son accord et après avoir signé un document d'accord quand on a déposé le projet à la communauté européenne, a fait marche arrière en disant que pour elle, il était inacceptable qu'on allait briser sa confiance avec les généralistes membres des réseaux CGDIM, Thales, parce qu'on essayait d'avoir l'identifiant en clair du patient et du médecin pour pouvoir inclure les gens dans la cohorte. Et donc la CGDIM a fait marche arrière. Donc moi, j'ai pensé à un moment me suicider. Et puis Capa Santé, qui a fait l'organisation et la logistique de l'étude, nous a dit, voilà, on a bossé avec le CNGE, et on a très bien bossé avec le CNGE, je crois que c'était en hypertension, et donc il faut absolument que tu travailles avec le CNGE et qu'on essaye d'obtenir la communauté, le remplacement de la CGDIM par le CNGE. Et donc ça explique pourquoi le CNGE n'a pas été impliqué dans les discussions initiales, où évidemment on aurait introduit un certain nombre de variables que tu as mentionnées, tout simplement parce qu'on ne partait pas sur cette base-là, on est parti sur une toute autre direction. Et ces projets européens, c'est des gros bateaux lourds, difficiles à bouger, difficiles à manœuvrer. Et a priori, une fois que c'est lancé, c'est très très difficile de modifier quoi que ce soit. Voilà, pour remettre les choses dans leur contexte.